Répercussions des actes xénophobes des Sud-Africains au Nigeria, d'importantes échauffourées ont éclaté mercredi à Abuja autour d'une enseigne sud-africaine de supermarché. Neuf jours que sont détenus en Guinée équatoriale deux journalistes d'une chaîne de télévision privée, c'est le commissariat central de Bata, capitale économique du pays, qui les garde d'après leur employeur. Plusieurs centaines de conteneurs de déchets non conformes ont été renvoyés par l'Indonésie vers le pays d'origine depuis juin. L'archipel renforce les contrôles pour ne pas devenir une décharge pour les pays les plus riches. C'est là les grands titres révélés au cours de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Répercussions des actes xénophobes des Sud-Africains au Nigeria. D'importantes échauffourées ont éclaté mercredi à Abuja autour d'enseignes sud-africaines de supermarchés. Ceci malgré un renforcement du dispositif sécuritaire à travers tout le pays. Reportage. Des appels au boycottage et à la violence ont été lancés au Nigeria pour protester contre les attaques xénophobes en Afrique du Sud. Mercredi, une centaine de manifestants bloquaient la voie rapide qui mène du centre-ville à l'aéroport d'Abuja au niveau du centre commercial de Lungbe qui abrite un supermarché sud-africain Shoprite. Ils ont été repoussés par les forces de l'ordre alors qu'ils tentaient de vandaliser les lieux. En effet, des dizaines de policiers ont été déployés dans la zone et ont tiré des gaz lacrymogènes en direction des manifestants qui jetaient des pierres et d'autres objets sur le centre commercial et l'enseigne rouge du supermarché. En tout, 5 personnes ont été tuées à Johannesburg et près de 200 autres arrêtées dans des émeutes xénophobes qui secouent depuis dimanche l'Afrique du Sud. La nationalité des victimes n'est pas pour l'instant déclinée et le ministre sud-africain de la police a assuré que le plus grand nombre des victimes sont sud-africaines. L'Afrique du Sud est reconnue comme le théâtre régulier de violences xénophobes nourries par le fort taux de chômage et la pauvreté. Des centaines de milliers d'internautes nigériens ont appelé au boycottage total des entreprises sud-africaines et de nombreux chanteurs nigérians tels que Davido, Teni, Tiwa Savage ou Burna Boy ont condamné les violences xénophobes. Mardi, le président nigérien Muhammadu Buhari s'est dit très inquiet et a annoncé l'arrivée d'un envoyé spécial à Pretoria. En 2015, 7 personnes avaient été tuées au cours de pillages visant des commerces tenus par des étrangers à Johannesburg et à Durban. En 2008, des émeutes xénophobes avaient fait 62 morts dans le pays. Au Cameroun, Maurice Kamto, principal opposant au président Paul Biya, sera jugé vendredi prochain par un tribunal militaire pour insurrection. Les ONG internationales dénoncent un procès politique, tandis que la France, les États-Unis et l'Union européenne réclament sa libération après 8 mois d'emprisonnement. C'est vendredi prochain que Maurice Kamto sera jugé par un tribunal militaire. Candidat arrivé deuxième à l'élection présidentielle en 2018 au Cameroun face à Paul Biya, l'opposant est poursuivi pour insurrection, hostilité contre la patrie et rébellion. Pour ces motifs, il risque théoriquement la peine de mort, même si elle n'est plus appliquée au Cameroun. Plusieurs dizaines de ses alliés politiques et partisans comparaîtront en même temps que lui. Avocat au barreau de Paris et ancien ministre délégué à la justice au Cameroun, Maurice Kamto avait été arrêté avec plus de 150 militants et partisans fin janvier à la suite d'une marche lancée par son parti, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Ces manifestations pacifiques sont organisées par le MRC depuis la proclamation des résultats de la présidentielle d'octobre 2018, donnant Paul Biya vainqueur. Un scrutin que le MRC qualifie de hold-up électoral, estimant l'avoir remporté. La procédure engagée a provoqué l'indignation de la communauté internationale. En mars, les États-Unis avaient déclaré qu'il serait sage de libérer Maurice Kamto et encourager le pays à garantir le droit à une procédure juste, à manifester pacifiquement et à la liberté d'expression. L'Union européenne avait peu après dénoncé les arrestations et détentions prolongées des opposants, parlant de procédures disproportionnées à leur encontre. Des organisations internationales de défense des droits de l'homme avaient également exigé leur libération, dénonçant un procès politique. Et justement, parlant de détention, il faut dire que ça fait 9 jours déjà que sont détenus en Guinée équatoriale 2 journalistes d'une chaîne de télévision privée. C'est le commissariat central de Bata, capitale économique du pays, qui les garde d'après les propos de leur employeur. Reportage.
La nature exacte des faits reprochés aux deux journalistes équato-guinéens, Melanio Nkogo et Ruben Dario Bacal, n'ont pas été précisés par la police. Selon Raoul Obiang, chef du service d'information de la chaîne Asonga TV, le directeur adjoint de la sécurité lui a affirmé que ces journalistes étaient détenus parce qu'ils ont fait un travail qu'ils ne devaient pas faire. À ce jour, la nature des faits reprochés à ces deux journalistes n'a pas été précisée. Le week-end précédant leur arrestation, mardi de la semaine dernière, Asonga avait diffusé une interview réalisée par les deux journalistes avec un juge du tribunal d'instruction de Bata, Nazario Oyono, qui avait été suspendu de ses fonctions quelques jours auparavant. Le juge a été suspendu pour irrégularité le 21 août par le président de la Cour suprême, alors que les deux magistrats s'accusent mutuellement d'avoir empêché la tenue d'un procès pour détournement de fonds. Pour Reporters sans frontières qui appelle les autorités à libérer les deux journalistes, cela illustre l'extrême vulnérabilité des journalistes équato-guinéens qui craignent pour leur liberté. La Guinée équatoriale est 165e sur 180 en matière de liberté de la presse selon le classement mondial. La radio-télévision Asonga, unique média audiovisuel de ce pays d'Afrique centrale, est la propriété du vice-président de la République, Théodorin Nguema Obiang, par ailleurs fils et dauphin de son père, le président Théodoro Obiang Nguema, au pouvoir en Guinée équatoriale depuis 40 ans. Le pape François s'est envolé ce mercredi pour le Mozambique dans le cadre d'un voyage de 7 jours dans l'océan Indien qui le conduira aussi à Madagascar où il entend plaider pour la paix et la justice sociale. Dans les rues de Maputo, la capitale du Mozambique, des affiches de bienvenue au pape François sont affichées, signe que le pays est prêt pour accueillir le souverain pontife. Le pape François a réservé la première étape de son périple africain à Maputo, où il est attendu par la population. La capitale mozambicaine s'est préparée depuis plusieurs jours à l'accueillir dans la fièvre, 31 ans après Jean-Paul II. Le stade Zimpeto, où il doit célébrer une messe vendredi, est déjà prêt, comme la plupart des fidèles qui vont y assister. Pour la plupart des Mozambicains, l'arrivée du pape est une bénédiction et une source de réconciliation, d'amour et de paix. Des thèmes sur lesquels porte justement la visite du pape dans l'ex-colonie portugaise à majorité chrétienne. Cette visite intervient un mois après la signature d'un accord qui doit enterrer plus de 40 ans de conflit entre le gouvernement et l'ex-rébellion de la Renamo. Dans un message vidéo en portugais diffusé à la veille de son arrivée, le pape a ainsi appelé à renforcer la réconciliation fraternelle au Mozambique et en Afrique, seule espérance pour une paix solide et durable. À Maputo, il est également attendu sur le front de la lutte contre le fanatisme, alors que le nord du Mozambique est la proie depuis 2 ans d'attaques djihadistes meurtrières. Le nouveau Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok appelle Washington à retirer son pays de la liste noire des pays et soutenant le terrorisme. C'était devant le Conseil ce mardi. Les nouveaux dirigeants espèrent pouvoir faire revenir leur pays sur la scène internationale et relever son économie exsangue, attirant notamment des investissements étrangers. Alors que le premier gouvernement du Soudan depuis la chute en avril dernier du président Omar el-Béchir doit être annoncé d'ici jeudi, le Premier ministre Abdallah Hamdok a appelé ce mardi Washington à retirer son pays de la liste des États soutenant le terrorisme. Si nous parvenons à une solution sur la question des EST, c'est-à-dire les États soutenant le terrorisme, et que le Soudan reste inscrit sur la liste des États soutenant le terrorisme, toute autre solution ne fonctionnera pas correctement. Parce que toutes les autres questions, qu'elles soient liées à l'économie ou à la paix, sont liées à ce que nous accomplissons dans ce domaine. Nous sommes en négociation avec les Américains et on s'attend à ce qu'il y ait des progrès pour retirer le Soudan de la liste de terrorisme. Nous pensons que la situation permet d'enlever le Soudan de la liste et que nous ferons des progrès significatifs à ce sujet. Nous soutiendrons le Soudan, comme je l'ai annoncé. J'ai informé le Premier ministre que nous augmenterons l'aide humanitaire au pays pour cette année de 5 millions à 15 millions d'euros.
Le Soudan s'est doté du Conseil souverain après la signature d'un accord le 17 août entre le Conseil militaire de transition qui avait succédé à Omar el-Béchir et les meneurs de la contestation. Enfin, le retrait définitif du projet de loi sur les extraditions à Hong Kong. L'exécutif hongkongais a cédé du moins mercredi à une demande clé des manifestants, une concession qui ne devrait toutefois pas suffire à apaiser la grogne. La chef de l'exécutif hongkongais a annoncé mercredi le retrait définitif du projet de loi sur les extraditions à l'origine du mouvement de contestation qui dure depuis plus de 2 mois. C'est une reculade rare de la part de son gouvernement loyal à Pékin. Carrie Lam avait suspendu l'examen du projet de loi, mais avait refusé de totalement l'enterrer. Premièrement, le gouvernement va retirer formellement la loi afin d'apaiser les inquiétudes. Le secrétaire à la sécurité va déposer une motion dans le cadre du règlement de procédure à la reprise du Conseil législatif. Remplaçons les conflits par les conversations et cherchons des solutions. Notre priorité absolue désormais est de mettre fin aux violences, de préserver l'état de droit et de restaurer l'ordre et la sécurité dans la société. Ce retrait sera entériné en octobre par le Conseil législatif, le Parlement local, quand il se réunira. Mais pour les protestataires, cette action de l'exécutif arrive trop tard. En fait, c'est trop tard et trop lent désormais. Et ce n'est qu'un stratagème pour Pékin qui espère calmer le jeu et réduire le nombre de participants aux manifestations lors des prochaines semaines, surtout lors du 1er octobre. Les manifestations vont se poursuivre. Le peuple de Hong Kong ne s'arrêtera pas tant que Hong Kong ne sera pas un lieu de démocratie et de liberté. Une enquête indépendante sur les violences commises par les forces de l'ordre est une des demandes cruciales du mouvement, de même qu'une amnistie pour le millier de manifestants arrêtés ou encore l'instauration du suffrage universel direct pour l'élection du chef de l'exécutif. Les manifestants demandent enfin que le gouvernement retire le terme d'émeute qu'il utilise pour qualifier les manifestations les plus violentes. Plusieurs centaines de conteneurs de déchets non conformes ont été renvoyés par l'Indonésie vers leur pays d'origine depuis juin. L'archipel d'Asie du Sud-Est renforce ainsi les contrôles pour ne pas devenir une décharge des pays les plus riches. Quelques 250 containers saisis dans le pays cet été ont déjà été retournés à l'envoyeur et les autorités procèdent à l'examen d'un millier d'autres. Tout est parti de la décision de la Chine de cesser début 2018 l'importation de déchets plastiques, ce qui a suscité le chaos sur le marché mondial du recyclage et obligé les pays développés à trouver de nouvelles destinations pour leurs déchets. C'est ainsi que d'énormes quantités de déchets ont été réacheminées vers l'Asie du Sud-Est, où les capacités de recyclage sont limitées et où les déchets s'empilent souvent dans des décharges, sont brûlés de façon artisanale ou, au pire, finissent dans la mer. Les importations de déchets plastiques, souvent mal triés, vers l'Indonésie ont ainsi bondi récemment, passant de 10 000 tonnes par mois fin 2017 à 35 000 tonnes par mois à la fin 2018, selon l'ONG Greenpeace. Devant l'ampleur du phénomène et les critiques, les autorités ont renforcé les contrôles et commencé ces derniers mois à renvoyer les cargaisons non conformes à leurs expéditeurs. Sur l'île indonésienne de Batam, proche de Singapour, 49 conteneurs de déchets non conformes ont été saisis et renvoyés vers les États-Unis, l'Allemagne, la France, Hong Kong et l'Australie. Ces conteneurs contenaient un mélange d'ordures, d'emballages plastiques et de déchets dangereux. Ces cargaisons ne correspondent pas aux déchets légalement exportables et peuvent être contaminés par des substances toxiques ou dangereuses, d'après le porte-parole de la douane indonésienne. En réaction, l'Australie s'est engagée à mettre fin à l'exportation de ces déchets recyclables. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie du programme de SICA. À très bientôt.